Non, il ne faut pas attendre l'apparition des premières dents. Déjà, l'apparition des premières dents est très variable d'un bébé à l'autre. Ça peut varier pour la première dent chez certains enfants à 4 mois, à 12 mois. Enfin, ça, c'est très variable. Donc, il ne faut pas attendre ça pour proposer des morceaux. Et surtout que la mastication, on sait que c'est vraiment un apprentissage. Et une des premières étapes pour arriver à cette mastication, c'est déjà d'écraser les aliments et de malaxer en fait l'aliment entre les gencives. Et ça, on sait que ce mouvement, il apparaît plus ou moins vers 9 mois. Donc, qu'il y ait des dents ou pas, cet apprentissage, il doit s'effectuer avec des aliments qui sont sécures, mais même si l'enfant n'a pas de dents, il va écraser avec les gencives. Il y a un autre mouvement qui est mis en place dès la naissance et qui est très important dans l'apprentissage de la mastication, c'est la latéralisation de la langue qu'on va déjà voir comme réflexe qui est présent chez les bébés. Quand on va venir solliciter le coin de la bouche, la langue va se tourner vers l'endroit qui a été sollicité. Et donc, en fait, la proposition des morceaux va venir aussi solliciter cette latéralisation et par réflexe, quand on va venir placer un aliment entre les gencives du patient, le bébé va pouvoir aller avec sa langue tourner la langue et aller écraser ce petit morceau. Donc, en fait, cet apprentissage, il va se faire déjà dès tout petit avec ce réflexe et avec des petits aliments, des petits morceaux, même si le bébé n'a pas de dents. À force d'entraînement, du coup, de la mobilisation linguale sur le côté, la mastication, elle va devenir au fur et à mesure mature et fonctionnelle, mais c'est vraiment un long processus puisqu'on dit que c'est vraiment mature qu'à partir de 5-6 ans, où là, l'enfant va pouvoir mastiquer de la viande qui, là, effectivement, nécessite d'avoir des dents pour pouvoir couper, etc. Mais tous les prérequis vont se mettre en place quand bien même l'enfant n'a pas de dents. Donc ça, c'est vraiment pour comprendre le processus de la mastication. Et il y a autre chose, c'est qu'en fait, proposer des morceaux à un enfant, je sais que parfois, certains parents essayent de différer un peu ce moment parce qu'il peut y avoir des craintes d'étouffement, des choses comme ça. Mais comme c'est un réel phénomène d'apprentissage, si on attend et qu'on va proposer des morceaux à un enfant, je ne sais pas, pour la première fois à 2 ans et demi ou à 3 ans, en se disant c'est bon, maintenant il a toutes ses dents, ça sera sécure, ben, l'enfant n'aura pas fait tout ce travail d'apprentissage. Donc, à 2 ans et demi ou 3 ans, si c'est la première fois qu'il rencontre des morceaux, ça ne sera pas quelque chose de sécure pour lui, puisque de toute façon, il n'aura pas développé les capacités qui font qu'il est capable de croquer des morceaux. Donc, c'est vraiment à commencer à l'âge, on dit qu'il y a une période sensible, donc à l'âge à partir de 9 mois, comme on disait, les débuts des écrasements, pour que ce phénomène se mette en place et que ça soit sécure pour l'enfant. Voilà, je pense que ça, c'est le plus important à garder en tête. Et aussi, on peut faire le parallèle avec d'autres cultures dans le monde où les purées ne sont pas aussi présentes que chez nous en Europe où en fait, dès tout petit, on va passer directement à la cuillère et au mixé avec des purées très lisses. Mais dans plein de pays, cette étape ne se fait pas forcément. Et dès tout petit, l'enfant va manger avec ses mains un petit peu de semoule, un petit peu de riz, des petites choses qui vont être dans des proportions infimes au début, mais qui vont justement travailler cet aspect de latéralisation de la langue et va commencer à avoir les petits mouvements de malaxage sans que ce soit dangereux pour l'enfant. Donc voilà, ces éléments font que vraiment c'est un effet d'apprentissage et que on n'attend pas les premières dents pour donner des petits morceaux qui peuvent être soit, comme on disait, des petits bouts de semoule, des petites choses comme ça qui vont faire que ça sera sécure pour l'enfant, ou même un quignon de pain sans la mie pour que ce soit pas à risque d'étouffement. Et l'enfant va déjà travailler, aller arracher, insaliver, mastiquer, écraser et déjà travailler toutes les fonctions qui seront nécessaires à la mastication. Maintenant que le diagnostic de troubles alimentaires ou troubles de l'oralité est reconnu
et de plus en plus connu par les professionnels de santé, c'est vrai que je suis confrontée à de nouvelles demandes avec des patients qui me sont envoyés par des diététiciens ou par des généralistes et qui sont en fait des patients adultes. Donc non, il n'y a pas de limite d'âge pour prendre en charge un trouble alimentaire, du coup, qui ne sera pas forcément pédiatrique. On se rend compte dans l'anamnèse qu'en fait, ce sont des patients qui avaient déjà dans l'enfance des difficultés et pour les patients qui viennent du coup adultes, on s'aperçoit que c'est en fait des séquelles, en tout cas pour la plupart, pour mes patients, ce sont des séquelles d'un trouble alimentaire pédiatrique qui n'a pas été traité et du coup, on se retrouve avec des patients qui ont vraiment envie de manger, mais qui vont voir des difficultés comme on retrouve chez les enfants qui se sont cristallisées avec des difficultés sur certaines textures, des difficultés d'avoir un panel alimentaire varié, des praxies de mastication qui ne se sont pas forcément bien mis en place, qui ne se sont pas développées. Voilà, donc tout ce qu'on va observer, en fait, c'est un développement sensorimoteur face à l'alimentation qui ne s'est pas développé correctement. Donc, en fait, on va reprendre les étapes comme on le ferait, en fait, avec un enfant. Ces patients vont souvent me parler, puisqu'ils arrivent mieux à identifier les choses, de peur de goûter de nouveaux aliments ou de peur de goûter de nouvelles textures ou de peur d'avaler. Ça, c'est la phagophobie qui existe et qui est à prendre en charge aussi par les orthophonistes. Il peut y avoir aussi une sensibilité aux couleurs, une sensibilité aux odeurs qui vont faire que les patients vont se mettre directement une barrière parce qu'en fait, les odeurs sont trop importantes pour pouvoir mettre en bouche exactement comme on pourrait avoir un trouble de l'intégration sensorielle chez un enfant avec lequel on va devoir travailler sur toute cette désensibilisation avant de pouvoir passer à des exercices plus moteurs sur l'aliment. Bah, ça sera exactement pareil avec ces adultes. On peut observer encore un réflexe nauséeux très important chez des patients adultes qui vont être surpris s'il y a un morceau de gras ou s'il y a un bout d'os dans le morceau de viande et qu'ils n'avaient pas vu avant. Donc, on va vraiment travailler sur quelque chose d'habituation, de désensibilisation, comme ce qu'on ferait avec un enfant qui a un trouble de l'intégration sensorielle. Ce qu'il faut bien voir, c'est qu'en fait, ce sont des patients qui n'ont pas un TOC alimentaire et c'est bien à mettre en diagnostic différentiel, par exemple, de l'anorexie, où ce sont des patients, des adultes qui ne vont pas manger par difficulté avec l'image que leur corps renvoie et donc une peur de grossir. Là, ces patients qui viennent me voir, ce sont des patients qui ont vraiment une réelle volonté de manger, de faire comme les autres, de pouvoir être à l'apéro avec les amis sans se stresser de ce qu'il va y avoir, si jamais les concombres vont être mouillés, si jamais il y a des choses qui vont pas être acceptées pour eux. Et donc, parfois, cette rééducation peut finalement évoluer rapidement parce qu'il y a vraiment une réelle motivation du patient qui arrive en général, à nommer ce qui le dérange, ce pourquoi il y a des barrières qui fait que il va pas vouloir mettre en bouche parce que des odeurs vont être trop compliquées, parce que la texture mouillée est impossible dans sa bouche. Et donc, on va repartir de tout ça pour essayer, grâce à ces explications, de comprendre les aliments qui sont acceptés et d'essayer du coup de désensibiliser, de faire en sorte que le seuil d'activation soit moins exacerbé et que pour quelque chose de mouillé, au fur et à mesure, il arrive à le toucher comme on le ferait avec un enfant. Et ce qui est bien, c'est que la motivation du patient et son autonomie fait qu'à la maison, il va pouvoir retravailler sur des choses qu'on a vues en séance pour généraliser et pour désensibiliser, habituer sa bouche de manière plus régulière avec vraiment la volonté d'y arriver. Donc, ça peut vraiment être une prise en charge très intéressante et pas si longue quand elle est en plus accompagnée d'un suivi par la diététicienne à côté ou la psychologue.
En effet, lorsqu'un patient vient avec un trouble alimentaire pédiatrique, il faut comprendre le développement oral et alimentaire de cet enfant. Et ça, en général, on se rend compte que dans la majorité des cas, en fait, ces patients ont des soucis depuis le début de l'alimentation, que ce soit pour la mise au sein avec un allaitement qui ne s'est pas bien mis en place, ou alors des douleurs de la maman avec des crevasses ou des engorgements qui sont révélateurs d'une difficulté de succion du bébé. Ou alors des difficultés avec le biberon, des parents qui ont besoin de trouver et de changer plein de fois de tétine pour réussir à trouver la tétine qui va convenir à l'enfant, au bébé. Et des comportements qui, depuis tout petit, dès le nourrisson, manifestent des évitements avec le bébé qui va détourner la tête quand on lui présente le biberon, ou alors des réflexes nauséeux qui sont très importants à la mise en contact de la tétine sur les lèvres, sur la langue ou une partie de la bouche quelconque. Donc en fait, c'est un vrai trouble. Ce n'est pas un caprice. Et chez des patients tout venant, qu'on pourrait considérer des patients lambda pour lesquels aucune pathologie n'a été diagnostiquée, on se rend compte que pour un grand nombre de ces patients, en fait, ces patients ont des particularités sensorielles qui font que certains aliments vont venir trop les exciter, vont les déranger, ou à l'inverse, que certains aliments vont pas bien être perçus. Et ces difficultés sont la cause d'un problème de développement sensorimoteur qui va être du coup explicatif de ces troubles alimentaires. Si les causes de ces difficultés sensorimotrices sont parfois inexpliquées, dans certains cas, on a clairement pour certains enfants, des causes qui sont bien mises en avant. On sait que tout ce qui va être des traumatismes de la zone orale quand il y a eu des opérations dans le cadre de la prématurité avec des sondes, des intubations, toutes ces choses-là vont venir malmener la zone et la sphère orale, et ça aura un impact après sur le développement des capacités orales. On a des enfants qui vont tout simplement naître avec une immaturité des structures, comme des patients qui vont être prématurés, ou des enfants qui ont des pathologies, des patients qui ont des fentes, ou des patients qui ont des pathologies digestives qui vont faire que se nourrir va être compliqué, ou alors des maladies génétiques qui font qu'il y aura des douleurs parfois intrabuccales, ou alors des patients qui ont des cancers, des bébés qui ont des cancers. Donc toutes ces choses vont venir physiologiquement expliquer pourquoi il y a un trouble alimentaire qui s'est créé. Et on a l'idée que le trouble alimentaire pédiatrique et tout ce qui va être trouble de l'intégration sensorielle se retrouve chez des patients, par exemple TSA, avec du coup une notion de se dire, est-ce que c'est pas que un trouble lié à une difficulté psychologique ou psychiatrique, comme certaines stagiaires ont pu me demander. Mais on voit avec toutes les causes précédentes que je vous ai évoquées que on retrouve des troubles alimentaires pédiatriques, et pas que chez des enfants qui seront TSA. Donc, en fait, le trouble alimentaire pédiatrique n'est effectivement pas un caprice. L'alimentation, c'est un apprentissage, comme on l'a dit, comme la parole ou la lecture qui peut être altérée chez certaines personnes. Et ben, ces enfants, dus à une incapacité sensorielle ou motrice, vont avoir du mal à s'alimenter. On peut entendre aussi, oh, ben, de toute façon, un enfant ne se laisse pas mourir de faim, mais il y a véridiquement chez certains patients qui sont en incapacité de s'alimenter péros, la nécessité de poser une sonde pour que l'enfant, justement, ne meure pas de faim et puisse avoir ses apports journaliers suffisants. Donc, c'est vraiment très important de se sortir cette idée reçue que certains parents peuvent avoir, ou encore certains professionnels, médecins ou autres. Alors effectivement, certaines stagiaires m'expliquent qu'elles préparent des pâtes ou du riz pour les séances avec leurs patients. Mais stop, déjà c'est quelque chose d'extrêmement chronophage. Ça rajoute une charge mentale de savoir ce qu'on doit cuisiner pour les patients. Moi, je trouve que c'est un peu de l'assistanat et que ce n'était pas écologique en termes de prise en charge. En fait,
mon fonctionnement en tout cas, c'est que chaque patient ramène des aliments. Je dirais qu'un peu comme la méthode Prompt qui part du principe qu'on rééduque la parole en parlant, bah, moi je suis persuadée que pour rééduquer et développer des capacités alimentaires, bah, il faut manger. Donc ne pas travailler avec de l'alimentaire, pour moi c'est compliqué, mais c'est pas pour autant que je vais cuisiner pour tous mes patients et les 15 patients que j'ai par jour. À chaque séance, en fait, le patient ramène entre 2 ou 4 aliments. Ça permet déjà l'implication des parents et de l'enfant pour réfléchir sur quoi ils veulent travailler, ce que l'enfant et le parent veut intégrer à l'alimentation de l'enfant. Et c'est plus écologique parce que ce sont des aliments qui vont être dans le quotidien de la famille. Si jamais moi, je prépare, même si jamais je fais des pâtes, ça ne sera pas forcément la même forme de pâte. Est-ce que je fais des spaghettis et en fait, l'enfant mange des coquillettes à la maison parce que les parents n'aiment pas les spaghettis. Ramener des aliments est plus écologique parce qu'en fait, le patient va travailler avec de la nourriture qu'il va voir au quotidien. Nous, ça va nous permettre de pouvoir lever des barrières et travailler sur interagir avec l'aliment qui est compliqué pour l'enfant à la maison. Mais si jamais moi, je fais des pâtes ou je fais du riz d'une autre manière, cuisiné différemment que la maman ou des formes de pâtes différentes, ça n'aura pas la même implication et ça n'aura pas le même résultat puisque ce n'est pas quelque chose que l'enfant retrouvera dans son alimentation. Donc, en fait, on va travailler pour travailler, ça, c'est inutile. Alors que travailler avec les pâtes que les parents mangent une fois par semaine ou mangent régulièrement, l'enfant va pouvoir, au fur et à mesure, à force de le voir à la maison et de tout le travail qu'on aura fait en amont, nous, au cabinet, pouvoir se saisir et, au bout d'un moment, généraliser les acquis et de ce qu'on aura fait à la maison, pouvoir faire la même chose, ce qu'on aura fait au cabinet, pouvoir généraliser et faire la même chose à la maison. En fonction de l'objectif du moment, les parents et l'enfant peuvent apporter des aliments de texture différente si j'ai envie de travailler plus sur l'aspect sensoriel ou de forme ou de fermeté différente, par exemple, si je veux travailler mon axe sur la mastication. On peut aussi demander aux parents d'apporter des aliments avec des couleurs différentes si on veut travailler sur la flexibilité et l'acceptation du changement. Voilà, on demande aux parents de ramener quand même des choses qui va dans le sens de notre objectif thérapeutique. Si on veut travailler l'élargissement du panel alimentaire, on va demander aux parents d'amener différents types d'aliments, qu'il y ait des protéines, un petit peu de viande ou un produit laitier avec du fromage, des légumes, voilà, pour qu'on puisse varier un petit peu. Voilà, en fonction de notre objectif, on va demander un certain type d'aliments. Après, c'est sûr que moi, au cabinet, j'ai quand même toujours des choses si le parent oublie, parce que ça, c'est possible, ou pour travailler des choses plus précises. Mais j'ai toujours de la farine pour travailler l'aspect sensoriel, que ce soit des gâteaux, j'ai des gâteaux plutôt mous ou des gâteaux plutôt secs. J'ai toujours des aliments qui sont longs pour pouvoir travailler la mastication et des aliments longs sucrés ou salés parce que certains préfèrent que ce soit des micados et d'autres des bretzels pour travailler, voilà, pour respecter un petit peu les goûts de chacun. Voilà, j'ai pas mal de choses aussi de pâtisserie, des petites billes sucrées pour pouvoir bien travailler la latéralisation et la précision pour bien écraser la petite bille. Donc voilà, et des compotes parce que ça c'est ce qui permet d'évaluer aussi la déglutition assez facilement. J'ai aussi dans le cabinet un micro-ondes et un lave-vaisselle parce que je pense que c'est obligé quand on fait beaucoup de troubles alimentaires pour l'hygiène et aussi pour le fait de pouvoir réchauffer ce que les parents nous amènent parce que parfois il y a vraiment des plats ou même des repas thérapeutiques et c'est aussi intéressant de travailler le contraste chaud-froid, c'est aussi des nuances entre des contrastes à travailler parce qu'il y a des enfants qui vont avoir du mal entre le mou et le dur, mais il y en a qui vont avoir du mal quand c'est chaud, quand c'est froid. Donc ça peut être aussi quelque chose à travailler. Et si vraiment c'est compliqué ou si on n'en est pas encore à ce stade parce qu'au niveau sensoriel, c'est trop difficile, effectivement, on peut toujours travailler pour renforcer les praxis, pour faire un travail plus de renforcement musculaire et de motricité orale avec des pailles, des sifflets, des cheveux tubes, le Zeval quand on est encore sur
l'étape des massages. Mais de manière générale, ce sont les parents qui préparent à manger et qui viennent avec la nourriture à intégrer au panel alimentaire de l'enfant.